Dans le creuset de la Seconde Guerre mondiale, les scientifiques les plus brillants d'Allemagne se lancèrent dans une course pour créer un arsenal de nouvelles armes de destruction massive terrifiantes. Un vaisseau spatial transatlantique furtif appelé Oiseau d'argent. Un rayon de la mort invisible digne d'une œuvre de science-fiction. Des fusées, des soucoupes volantes et même une bombe atomique. 70 ans plus tard, des dossiers nazis longtemps restés secrets révèlent les plans de ces machines et de bien d'autres armes miracles dévastatrices. Elles sont les chefs-d'œuvre d'une quête désespérée visant à terrifier les États-Unis et leurs alliés, gagner la guerre et dominer le monde pendant 1000 ans. Avril 1945. La guerre contre l'Allemagne est terminée et le Troisième Reich sort vainqueur du conflit. Le vol d'Hitler à destination de New York est escorté par des avions supersoniques et accueilli par des célébrations en l'honneur de la victoire allemande, comme celles qui ont lieu dans la France occupée. Une cérémonie nationale grandiose est organisée pour souligner ce moment historique. La Statue de la Liberté exécute le salut nazi. New York est en ruine. Il reste tout juste assez de rues pour un défilé de la victoire jusqu'à Wall Street. C'est la pire des issues que pouvait connaître la Seconde Guerre mondiale. Hitler la doit aux centaines de scientifiques de génie qu'il a réunis. La superstar de la fuséologie, Werner von Braun. L'ingénieure mathématicienne et physicienne, Irene Brett. L'ingénieur en aérospatial, Eugen Zenger. Et même un physicien nucléaire lauréat du prix Nobel, Werner Heisenberg. Au cours des années 1920 et 1930, sur le plan technologique, les Allemands s'intéressaient beaucoup à la mise au point de fusées. Ces avancées dans le domaine aérospatial sont devenues un point fort pour les Allemands, alors que les autres pays étaient très en retard. Dans ce complexe allemand top secret à la pointe de la technologie, aujourd'hui abandonné, les travaux de milliers de brillants ingénieurs, physiciens et chimistes et de leurs équipes sont généreusement financés par le trésor nazi. On leur fournit les laboratoires les plus modernes d'Europe, afin qu'ils conçoivent l'armement le plus meurtrier que le monde ait connu. Le Lippisch P-13 AL Delta. Un avion de guerre à voilure tournante et à décollage vertical qui a un demi-siècle d'avance sur son temps. Un porte-avions volant. Et le Silbervogel, l'oiseau d'argent, un vaisseau spatial suborbital supersonique capable de pilonner Broadway. Les Allemands auraient pu lancer une attaque sur les États-Unis, faire atterrir leurs bombardiers dans l'océan après qu'ils aient largué quelques tonnes de bombes sur New York, par exemple. Les Américains n'avaient pas de défense aérienne pour les arrêter. L'oiseau d'argent n'a jamais été construit, mais aujourd'hui des questions subsistent. Comment les savants allemands ont-ils pu prendre autant d'avance sur leurs ennemis? Sur quelles connaissances scientifiques ces machines reposent-elles? Les génies du programme scientifique nazi ont-ils failli permettre à Adolf Hitler de remporter la victoire? Dans les premiers mois de la Seconde Guerre mondiale, la Blitzkrieg, menée par Hitler, déferle sur une Europe impuissante. L'Allemagne est la première nation moderne à miser sur la science et la technologie pour asseoir rapidement sa domination sur le monde.
Hitler était sans doute très influencé et impressionné par les dispositifs militaires spectaculaires. Les Allemands tendaient à privilégier la qualité plutôt que la quantité. Ils pensaient que des armes plus efficaces auraient un impact sur l'issue du conflit. Et c'est exactement ce que pensait Hitler. Hitler utilise la science pour concevoir, tester et, dans certains cas, déployer une série d'innovations aussi fascinantes que terrifiantes. Des missiles balistiques à longue portée ultra perfectionnés. Des chasseurs à réaction, les premiers à entrer dans le conflit. Plus puissants, dit-on, que les avions à hélice alliés. Ou encore la première aile volante furtive, digne de la guerre des étoiles, conçue des décennies avant le bombardier furtif américain B-2. Et même des bombes destinées à des kamikazes pour des missions suicides. Les Alliés sont mal préparés. Les programmes de développement de missiles américains pendant la guerre étaient très peu avancés en comparaison de ce que les Allemands avaient déjà accompli. Sur cette petite île reculée de la mer Baltique se trouve un complexe de laboratoires et d'aérodromes top secrets. C'est ici que les scientifiques nazis testent le premier missile de croisière du monde, qui n'est que l'une des nombreuses armes miracles en préparation dans ce super laboratoire de la Baltique. Les nazis choisissent la ville paisible de bord de mer Peenemünde pour développer leur projet scientifique dans le plus grand secret. Ici s'ouvriront l'ère de l'avion à réaction et l'ère spatiale. Peenemünde deviendra le berceau des armes miracles. Peenemünde était l'endroit idéal parce que c'était une ville située dans une région reculée d'Allemagne. Elle se trouvait sur la Baltique où des fusées pouvaient être lancées. Et il n'y avait pas de risque que quelqu'un vole les armes pour ensuite passer du côté ennemi. L'existence de la ville satellite de Peenemünde est un secret d'État strictement contrôlé. On y trouve des résidences futuristes destinées à l'élite scientifique. Mais c'est aussi un camp de concentration pour les prisonniers qui y vivent, travaillent et meurent en esclaves. Lorsque ceux-ci sont trop faibles pour continuer, ils sont assassinés pour éviter qu'ils ne divulguent les secrets scientifiques d'Hitler. Les chercheurs de Peenemünde ne sont pas des esclaves. Mais leur bien-être ainsi que celui de leur famille dépendent de leur coopération avec les nazis. Des trains privés acheminent les ingénieurs et les physiciens jusqu'à la métropole autonome qui comprend des ateliers de métallurgie, une centrale électrique et des terrains d'essai. Peenemünde devient le Los Alamos et le Cap Canaveral des nazis. Nous sommes en 1943 en Allemagne. Une pluie de bombes alliées s'abat sur le pays. Mais Adolf Hitler croit encore à la victoire. Les nazis préparent un arsenal de nouvelles armes de destruction massive terrifiantes, dont les capacités et la portée sont telles que même les États-Unis ne seront pas épargnés. Hitler charge son ministre de la propagande de rallier le peuple allemand autour des objectifs de victoire et de vengeance. Joseph Goebbels invente ce terme d'armes de vengeance 1 et 2. Le but de ces armes était de contrer les offensives aériennes américaines et britanniques. L'arme de vengeance 1, ou V1, est un avion à pulsoréacteur à carburant liquide révolutionnaire, capable de parcourir 600 km en 1 heure en pilote automatique. Lancé grâce à une rampe ou largué depuis un avion en vol, le V1 entre en action. Un système perfectionné de contrôle de trajectoire par gyrocompas le guide vers sa cible. Le V1 est surnommé bombe vrombissante en raison de son moteur à réaction bruyant. Un compteur kilométrique mesure la distance à parcourir préprogrammée. Une fois celle-ci parcourue, le V1 est conçu pour se mettre en piqué. Mais le piqué coupe le débit de carburant et arrête le moteur.
Un silence soudain avertit du désastre imminent. Of the 8,000 bombs launched, 2,300 penetrated British defenses, most of them falling in the London vicinity. The propulsion roar of the flying bomb. Le premier missile de croisière du monde fait pleuvoir feu et cendres sur la Grande-Bretagne en 1944 et 1945 et terrorise Londres en faisant des milliers de morts et des dizaines de milliers de blessés. Hundreds of homes, hospitals and public buildings were hit. They fell in crowded streets during rush traffic hours. But new deep shelters built for this emergency were put to use and saved the lives of thousands of people. Only one life was lost for every 3 bombs launched. Few of the robot bombs resulted in fire, but the great concussive blasts of Vengeance Weapon No. 1 exceeded anything London had experienced. À la fois chef-d'œuvre de technologie et triomphe militaire, les projets scientifiques secrets d'Hitler portent leurs fruits. Mais les V1 ont un gros problème. Ils manquent de précision. Pour viser et détruire les bases alliées avec leurs troupes et leurs convois, il faudrait qu'un homme pilote cette bombe. Pendant qu'Hitler promet au pays que ses fusées renverseront le cours de la guerre, les ingénieurs ajoutent un siège de pilote et des commandes rudimentaires au V1. C'est ainsi que naît le Reichenberg, un avion suicide allemand. Des centaines d'exemplaires ont été construits, mais aucun n'a jamais servi au combat. Ils étaient difficiles à piloter. Ajouter un pilote aurait permis de faire un certain nombre de dégâts, mais en termes de vitesse, de rayon d'action, d'endurance et de capacité à atteindre leur cible, ces avions n'auraient pas permis de l'emporter. Des décennies plus tard, les plans d'origine du Reichenberg refont surface dans des archives privées. Dans ce petit garage de Bavière, les projets scientifiques secrets d'Hitler renaissent. Plusieurs armes miracles sont ici reconstruites ou réparées pour des musées. Les constructeurs bavarois découvrent des soudures de qualité inégale, ce qui laisse penser que certaines ont été réalisées par des techniciens qualifiés, d'autres par des prisonniers de camps de concentration épuisés. Cette relique, aujourd'hui restaurée, peut encore voler. Il ne manque plus qu'un volontaire pour la piloter. Pour les scientifiques secrets d'Hitler, aucun concept n'est trop futuriste, aucun système de propulsion et aucune configuration d'aile trop farfelue. Certains voleront, d'autres échoueront. On retrouvera bon nombre d'entre eux dans les zones de guerre du XXIe siècle. Et par un curieux retournement de l'histoire, l'un des scientifiques d'Hitler les plus talentueux survivra à la chute du Troisième Reich et deviendra un héros américain. En 1943, le Parti national-socialiste allemand annonce la création de l'arme de vengeance V1, ce qui laisse supposer qu'un V2 est également prévu. C'est ainsi que dans le complexe secret nazi de Peenemünde, les ingénieurs donnent naissance à l'ère spatiale, grâce à un jeune physicien brillant, Werner von Braun, et à sa fusée A4, par la suite baptisée V2. Pour Werner von Braun, l'arme de vengeance V2 était une pièce d'artillerie qui allait atterrir quelque part en Angleterre et tuer des Anglais, mais ce n'était pas son but. Son but était de tester l'aérodynamique, la puissance, la poussée, le système de refroidissement, tout ce qui était nécessaire pour se rapprocher un peu plus de l'espace. Il voulait envoyer l'homme dans l'espace, c'était sa grande passion. Il était habité par ses projets d'ingénierie. Von Braun se voit confier son propre laboratoire et une équipe de spécialistes, à une époque où la fuséologie n'est guère plus qu'un loisir d'adolescents aux États-Unis. Il crée finalement le premier missile balistique à longue portée du monde, la redoutable fusée de représailles V2. In September of that same year, 1944, the Germans also began their firings of the vastly superior V2, which was powered by a real liquid fuel engine. Military rockets in a rudimentary form had been used for centuries.
but their propulsion was by the use of gunpowder. In this new era, it was the Germans who realized that the liquid fuel rocket could be put to military use, that it could be given impressive range and great destructive power. L'importance accordée par les Allemands aux technologies de pointe change radicalement les capacités scientifiques et militaires. They not only took a toll of more than 9,000 casualties, they also had a devastating psychological effect. For unlike the buzz bomb, the V-2 fell without warning. It had a speed of 3,300 miles per hour, and it could not be intercepted by fighter aircraft or brought down by anti-aircraft artillery. Selon Walter Boyne, von Braun était plus intéressé par la science que par la victoire. Tout ce qui comptait pour lui, c'était de résoudre les problèmes d'aérodynamique, les problèmes de commande, de combustion, toutes ces questions inhérentes à la conception d'un missile balistique, non pas en tant qu'arme, mais en tant que moyen d'aller dans l'espace. Mais aucun scientifique allemand ne peut défier le Führer. Et pas question de parler de défense. Un domaine aurait réellement pu avoir un impact sur l'issue du conflit, mais il a été négligé par les Allemands. Ce sont les technologies de défense. Les scientifiques nazis devaient être politiquement irréprochables. Les armes ne devaient donc pas paraître trop défensives pour ne pas donner l'impression que le pays perdait la guerre. Mais le fait est que l'Allemagne est bel et bien en train de perdre la guerre. En 1944, des avions de guerre américains attaquent un convoi de camions nazis transportant la seule arme miracle qui aurait pu inverser le cours du conflit si elle avait été déployée. Le Typhoon, le premier missile sol-air de défense du monde conçu pour permettre aux nazis de lutter contre les bombardiers alliés. Les Allemands auraient pu, à partir de 1943, s'ils avaient mieux utilisé leurs ressources, se concentrer non pas sur le V2 pour frapper la Grande-Bretagne, mais sur une série de missiles antiaériens pour abattre les bombardiers qui survolaient leur sol. Ils auraient pu créer un système de défense aérienne intégré, efficace. Les premiers essais sur le terrain du Typhoon sont réalisés sur le banc d'essai numéro 4 de Peenemünde en 1944. C'est un missile révolutionnaire et économique. Un simple tube d'acier de près de 2 mètres de long, rempli d'un mélange d'acide nitrique et de carburant de synthèse. Il peut parcourir plus de 10 km en seulement 14 secondes. Plus d'1 million de Typhoon doivent être produits d'ici 1945. Ils n'ont jamais été fabriqués. C'était clairement au-dessus des capacités des Allemands. Dans un premier temps, ils pensaient avoir gagné la guerre, et ensuite ils étaient trop occupés à faire durer la guerre pour se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible. Ils n'ont jamais consacré les ressources nécessaires, jamais permis aux personnes qui auraient pu concevoir ce système de défense de se réunir pour le faire. Il y avait trop de méfiance, trop de politique partisane. Cette simulation par ordinateur montre à quoi ressemblera la plateforme de tir mobile des fusées de défense Typhoon une fois reconstruite. De telles recréations contribuent à alimenter la fascination qu'exercent les armes miracles aujourd'hui. Ces artisans ne fabriquent qu'un seul Typhoon, et non les millions de missiles voulus par l'Allemagne pour laver le ciel des bombardiers alliés. Ce sera finalement l'ingéniosité des armes nazies et non leur nombre qui propulsera le monde plus loin, plus vite et plus haut que jamais. Les dossiers secrets nazis évoquent des machines de guerre si futuristes qu'il semble difficile à croire qu'elles aient vu le jour du temps de nos grands-parents. Le vol motorisé n'existe que depuis 30 ans lorsqu'Hitler s'empare du pouvoir. Pourtant, en quelques mois, les planches à dessin du Troisième Reich débordent de projets incroyables.
Avant la fin de la guerre, l'Allemagne mettra au point une série d'innovations aéronautiques qui restent la base de nombreux avions et vaisseaux spatiaux aujourd'hui. Comme l'Arado 234, le premier bombardier à turboréacteur opérationnel du monde et l'avion à réaction le plus perfectionné du genre. L'Arado est le deuxième avion à arriver au stade de la production à avoir été équipé d'un moteur Junkers Jumo 004. C'était un avion très léger, aérodynamique, qui exigeait du pilote de remplir plusieurs tâches. Il devait aussi remplir les fonctions de bombardier, navigateur et manœuvrer les canons. Mais c'était un avion efficace, facile à piloter et relativement facile à entretenir. Il a été utilisé en petit nombre et c'est un avion dont n'importe quel pays aurait été fier. Quelques années plus tôt, il y a eu les nombreuses merveilles signées du Munichois Alexander Lippisch. Dans les années 1930, Lippisch a conçu une série de planeurs à aile delta, qui a plus tard abouti à l'introduction de l'intercepteur à moteur fusée Messerschmitt Me-163 Comet. Et du plus célèbre Messerschmitt Me-262, le premier chasseur à réaction opérationnelle du monde, capable d'aller 150 km/h plus vite que n'importe quel avion allié. Il est considéré comme l'avion allemand le plus perfectionné qui ait été utilisé lors des combats. Les Allemands ont été contraints d'entreprendre la plupart de ces projets. Avec l'invasion de la France par les Alliés, ils se sont retrouvés face à une situation dans laquelle leur territoire était de plus en plus restreint. Ils ont donc commencé à réfléchir à des avions à décollage vertical. Ils voulaient des chasseurs-fusées capables de se lancer à la verticale pour attaquer les escadrilles américaines. C'est dans ce but qu'est imaginée une autre machine de rêve nazie. L'avion à réaction à rotor Focke-Wulf, équipé de moteurs fusées à carburant liquide à l'extrémité de ses trois pales, est conçu pour décoller à la verticale, puis voler comme un avion. Mais l'arme à décollage vertical la plus incroyable de toutes serait cachée dans les hangars secrets de Peenemünde, un ovni nazi. Un article du magazine d'information allemand Der Spiegel révélera plus tard l'invention secrète que Rudolf Schriever prépare pour les SS depuis la Tchécoslovaquie voisine. Le vaisseau piloté Schriever Flugkreisel. Il mesure près de 15 mètres de diamètre et il est équipé de 3 moteurs à réaction placés sur un rotor dans un fuselage circulaire. Cet ovni n'a jamais été fabriqué. Mais on trouve d'autres indices menant à une soucoupe volante ici en bordure de forêt et de rivière alpine, dans un château de Haute-Autriche. Une invention en forme de disque semblable à une hélice. Elle utilise les principes de transformation de la matière et de transfert d'énergie pour créer un moteur sans carburant, dont le fonctionnement repose sur les turbulences naturelles créées par de l'eau ou de l'air tourbillonnant. Pour Jörg Schauberger, grâce au concept de système de propulsion totalement nouveau imaginé par son grand-père, les rumeurs d'OVNI sont devenues réalité. Au début des années 1930, Victor Schauberger est intrigué par la capacité qu'ont les poissons de nager à contre-courant. Inspiré par ce phénomène naturel, il invente un moteur silencieux à propulsion par aspiration pour générer un mouvement sans combustion. Un dispositif révolutionnaire pour tirer les avions et non les pousser vers l'avant. Il le baptise Repulsine. Cette machine, appelée Repulsine en allemand, a été conçue pour être une sorte de chambre de réaction, à l'intérieur de laquelle se produisent des mouvements d'air. Les molécules sont aspirées dans cette chambre. Même aujourd'hui, l'Autrichien serait en avance sur son temps. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, son invention s'inscrit parfaitement dans la quête d'armes miracles d'Hitler. Contre son gré, Victor Schauberger pénètre au cœur même du programme scientifique nazi. Il travaille dans un laboratoire d'armes aux côtés d'esclaves.
La répulsine n'est absolument pas une arme. Elle a été conçue uniquement pour servir de système de propulsion, mais pas pour être utilisée comme arme. Mais ailleurs, l'innovation meurtrière bat son plein. Dans la correspondance top secrète échangée entre des fonctionnaires nazis et le colonel Schröder-Strans de l'armée de l'air allemande, il est fait allusion à une arme miracle qui aurait le pouvoir de tuer, guérir et permettrait même de trouver du pétrole. À plusieurs reprises, le colonel renouvelle son ambitieuse proposition aux forces armées. Dans la débâcle des derniers jours du Reich, les SS décident de soutenir son projet. Son invention est digne d'une œuvre de science-fiction. Cette arme miracle peut transpercer la plus épaisse des armures ou faire s'écraser les avions ennemis. Un essai doit être réalisé dans un endroit secret. Les caisses sont déchargées de nuit afin que personne ne soit averti de cette opération confidentielle. Elles contiennent des métaux précieux et un compteur Geiger pour mesurer le rayonnement. Mars 1944, à l'aube. Le colonel s'envole pour la zone de test. Si l'arme fonctionne, il obtiendra un soutien financier illimité. Le colonel Schröder-Strans est le seul à connaître le détail du déroulement des essais. Une carrière en pleine forêt dans le massif du Harz. Les documents ne révèlent pas à quoi ressemble l'arme, seulement que l'avant, semblable à un canon, tire un rayon invisible. Le colonel Schröder-Strans a inventé un faisceau de rayons X. Compte tenu des connaissances techniques de l'époque, voilà à quoi cette arme aurait pu ressembler. Malgré les pénuries dues à la guerre, les scientifiques nazis ont toujours accès à des métaux précieux et à des appareils de mesure, devenus extrêmement rares. Si l'on en croit les résultats d'un essai, l'arme tire un rayon pouvant être détecté jusqu'à 40 km de distance. Pour les SS et le colonel Schröder-Strans, c'est un succès. Mais un jour, le dossier est clos, mystérieusement. L'unité spéciale est dissoute en octobre 1944. Aucune explication n'a été trouvée à ce jour. Entourés de secrets, les projets scientifiques d'Hitler sont à la frontière entre réel et imaginaire. Mais l'une des quêtes du Führer est incontestable. C'est la course la plus désespérée et la plus décisive de toutes. Qui fabriquera la première bombe atomique ? En 1943, alors que les scientifiques poursuivent leurs travaux dans la ville secrète de la Baltique, le Troisième Reich voit la victoire s'éloigner de plus en plus. À l'Est, l'armée allemande est forcée de faire demi-tour à Stalingrad. L'invasion de la Russie par Hitler tourne à la panique, au massacre et à la retraite. À l'Ouest, les pilotes britanniques enregistrent les premières images aériennes des usines et installations de lancement de fusées de Peenemünde. Les bombardiers britanniques pilonnent le complexe. Ils prennent pour cible les résidences où vivent les scientifiques et ingénieurs d'Hitler. Des centaines de personnes trouvent la mort. D'une certaine manière, Peenemünde ne s'en est jamais totalement remis. Le centre a perdu du personnel, des scientifiques et des équipements de recherche essentiels. La production de Peenemünde est transférée sous terre, dans des forteresses creusées dans la montagne et des mines, à l'abri des bombes alliées. Ailleurs, à Stuttgart, en 1944, les nazis préparent l'arme ultime pour gagner la guerre. Une bombe atomique. Une équipe de scientifiques allemands tente de percer le secret de la fission nucléaire pour produire de l'énergie électrique.
À l'autre bout de la planète, les physiciens de Los Alamos au Nouveau-Mexique poursuivent la même quête. Grâce à l'uranium radioactif de l'Ouest américain, ils veulent faire exploser la première arme nucléaire du monde. Mais les Allemands comptent parmi eux un génie de la physique atomique, le lauréat du prix Nobel Werner Heisenberg. Heisenberg et son équipe se font appeler le Club de l'uranium. Mais l'armée allemande a d'autres projets pour les casseurs d'atomes. Au début de l'année 1945, ni l'armée ni les chercheurs américains ne sont au courant de l'état des capacités nucléaires de l'Allemagne. Une mission américaine secrète portant le nom de code Opération Alsos est lancée pour savoir si le projet de bombe atomique allemand existe. Près de Stuttgart, sous un château à Eigerloh, les agents de l'opération Alsos découvrent un réacteur nucléaire dans une cave en pierre. Et des cubes d'uranium cachés dans un champ non loin de là. Ils emportent les preuves aux États-Unis afin de poursuivre leur enquête. Quelques mois plus tôt, dans ce même château du Moyen-Âge, une cargaison clandestine d'eau lourde, un ingrédient clé pour accéder à l'énergie nucléaire, est arrivée en provenance de la Norvège occupée par les nazis. Et ce, malgré les courageuses tentatives de la résistance norvégienne pour l'empêcher d'atteindre l'Allemagne. Un code secret révèle la quantité de deutérium contenu dans chaque baril. Le deutérium, un isotope de l'hydrogène, rend l'eau environ 10% plus lourde. Les nazis ont pour but de combiner cette eau lourde au cube d'uranium et ainsi d'ouvrir l'ère nucléaire. Sur tous les fronts, de la technologie furtive à l'énergie nucléaire, la volonté d'Hitler de multiplier les succès scientifiques est alimentée par le rêve nazi d'un grand Reich. Un empire allemand qui durerait 1000 ans, dans lequel un gigantesque réseau de chemins de fer relierait les principaux centres de pouvoir de la Sibérie à Moscou, Paris et Berlin. Berlin, la capitale, serait rebaptisée Germania. Elle deviendrait le centre d'un nouvel ordre mondial à la pointe de la technologie. Mais en mars 1945, le rêve s'évanouit à toute vitesse. Pour Hitler, la situation empire de jour en jour. L'étau allié se resserre autour de l'Allemagne. Seule une arme miracle pourrait sauver le Troisième Reich. Mais sur le site de Trinity, dans le désert du Nouveau-Mexique, ce sont les États-Unis qui prouvent la puissance de la bombe atomique. Il y avait un sujet qui intéressait beaucoup les Alliés vers la fin de la guerre, c'était la bombe atomique allemande. Où en étaient les recherches allemandes? C'était la grande question. Les Alliés ont donc réuni les 10 plus grands scientifiques nucléaires allemands à Farm Hall, une maison près de Cambridge. Ils les y ont enfermés. Et ils ont découvert que, d'une part, les Allemands ne possédaient pas de bombe atomique et que, d'autre part, ils n'avaient en fait pas la moindre idée de son fonctionnement. Mais qu'en est-il des armes miracles nazies qui ont effectivement vu le jour? Et que leur doit-on aujourd'hui? Le premier missile de croisière du monde. Le premier missile balistique à longue portée. Le premier missile sol-air guidé. Les premiers missiles anti-navires. Et même la première télévision en circuit fermé. Et les premiers chasseurs et bombardiers à réaction opérationnelle. En Allemagne, dans le domaine de l'aérodynamique, un petit groupe de personnes a mené des recherches très poussées. On peut dire que ces gens-là étaient des génies. D'innombrables concepts très en avance sur leur temps, des sites secrets entièrement consacrés à la science,
soutenu par une propagande montrant une Allemagne riche et des ennemis apeurés. Comment le projet d'armes miracles d'Hitler a-t-il pu échouer? En Allemagne, pratiquement tout était confidentiel. Tout projet scientifique était tenu secret. Cela a nui aux Allemands. Qui plus est, ils avaient un système de sécurité extrêmement strict. Et il n'y avait donc pas le niveau de communication que l'on trouve dans une bonne communauté scientifique. D'un côté, on avait des passionnés qui construisaient des machines de rêve, mais sans les ressources suffisantes, et de l'autre, des personnes qui allouaient des ressources, mais sans rien savoir des projets. Et tout en haut se trouvait Hitler, qui avait le dernier mot sur des tas de sujets, mais qui n'en avait que des informations partielles. Cette atmosphère de secret si étroitement contrôlée a considérablement ralenti la production de guerre. Les Allemands ont produit environ 1300 ME-262, dont 300 qui ont été utilisés au combat. Et à cette époque, les Alliés envoyaient 1000 bombardiers et 1000 chasseurs au-dessus de l'Allemagne chaque jour. Le Troisième Reich a permis le développement de centaines d'inventions meurtrières. Mais pour les déployer et gagner la guerre, il aurait fallu donner la priorité à une poignée seulement de ces armes miracles et les fabriquer par milliers. Par chance, les Allemands n'avaient ni les méthodes de production, ni les matériaux, ni l'organisation nécessaire. Si l'Allemagne s'était concentrée sur sa défense, si elle avait choisi ses armes de manière plus stratégique et fortement augmenté la production de celles-ci, la guerre aurait pu avoir une toute autre issue. Cela aurait rendu l'invasion alliée de 1944 très difficile et problématique. L'invasion aurait été repoussée jusqu'en 1945 et la guerre aurait pu se terminer avec le largage de la première bombe atomique sur l'Allemagne plutôt que sur le Japon. Mais l'histoire en a décidé autrement. En 1945, le rêve nazi est enfin anéanti par les bombes alliées. Hitler et son adjoint Himmler se suicident. Au cours du procès de Nuremberg, les nazis sont condamnés à mort. Le monde entier découvre l'horreur indescriptible des camps de concentration. Et le caractère sans limite des sombres projets de domination d'Hitler. Des rêves qui s'étendaient bien au-delà des frontières de l'Europe. Des attaques contre l'Amérique avaient été envisagées dès 1939. Dans ce film d'actualité allemand très inventif, les nazis lancent une importante flotte aérienne à long rayon d'action sur les États-Unis, dans le cadre du projet America Bomber. Si les Allemands avaient réussi à développer et déployer leur programme America Bomber pour exporter la guerre sur le territoire américain, cela aurait sans doute eu un impact sur la doctrine stratégique américaine. Surtout s'ils avaient employé des bombes atomiques. Tout ce que l'armée de l'air allemande aurait pu faire, ça aurait été d'envoyer quelques bombardiers à très long rayon d'action au-dessus de l'Atlantique et de larguer une douzaine de tonnes de bombes sur New York ou Washington. Aucun des projets d'armes de vengeance, et encore moins le projet America Bomber, n'aurait pu avoir l'effet visé sans l'arme nucléaire. Finalement, Adolf Hitler ne mettra jamais les pieds à New York. Mais le responsable de son programme scientifique secret, lui, traversera l'Atlantique et changera le cours de l'histoire. En 1945, alors que les troupes américaines et soviétiques se rapprochent de Berlin, le génie de la fuséologie Wernher von Braun, ainsi qu'un petit groupe composé de ses plus fidèles associés, doivent choisir leur destin. Se livrer aux Russes, prendre du cyanure ou se ranger du côté allié.
Ils choisissent les États-Unis et von Braun est immédiatement nommé à la tête du programme de missiles naissant du pays. Sur les terrains d'essai de White Sands, au Nouveau-Mexique, von Braun travaille à la conception d'une nouvelle fusée. Il réalise son rêve spatial. Après avoir fui les ténèbres de Peenemünde, le créateur du V2 meurtrier passe le reste de sa vie à servir fidèlement son nouveau pays. Grâce à von Braun, les États-Unis gagnent la course à l'espace et envoient un homme sur la Lune. Yes, we see it. We see it. Here it is. Okay, engine stop. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. C'est probablement la principale réussite des cerveaux de Peenemünde. Il ne fait aucun doute que Wernher von Braun est le plus grand concepteur de fusées américain du siècle. Pour beaucoup, c'est le plus grand concepteur de fusées du monde. Grâce aux connaissances et aux scientifiques allemands qui ont été ramenés aux États-Unis dans les années 1940 et au début des années 50, on peut donc dire, et tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, qu'il y a presque un lien direct entre Peenemünde et l'homme sur la Lune avec Wernher von Braun. Mais les fusées ne sont pas les seules héritières des projets scientifiques secrets d'Hitler. Dans les années 1950, après avoir déchiffré des milliers de documents nazis, l'armée de l'air américaine effectue des essais en vol secret de cellules ressemblant étrangement aux incroyables machines de rêve conçues et testées à Peenemünde. The flying wing can carry a larger load faster, farther and with greater economy than conventional airplanes of similar size and power. Few men indeed can see the flying wing in operation without saying, the plane of tomorrow is flying today. Si la guerre n'avait pas éclaté, l'Allemagne aurait peut-être produit des avions de ligne à réaction avant la Grande-Bretagne. La navette spatiale futuriste avec pilote baptisée Oiseau d'argent, conçue par les ingénieurs allemands Sanger et Brett, n'a jamais été construite. Mais la navette spatiale d'aujourd'hui et presque tous les moteurs fusées modernes utilisent encore les principes sur lesquels elle repose. Parallèlement aux travaux de von Braun sur le V2 et sur les types de carburant employés pour le V2, ces moteurs ont été par la suite utilisés aux États-Unis par Bell et par d'autres. Des versions plus perfectionnées de ces moteurs ont été utilisées pour le X-15 par exemple. Aujourd'hui encore, l'avion fusée X-15 conçu pour voler à haute altitude détient le record du monde de vitesse jamais atteinte par un avion piloté. À chacun de ces vols, l'homme a touché l'espace du doigt. Incontestablement, l'Allemagne comptait dans ses rangs quelques-uns des concepteurs d'armes les plus talentueux du monde à l'époque. Mais ses dirigeants n'ont pas été à la hauteur. Hitler espérait et croyait vraiment que ses scientifiques allaient mettre au point une bombe atomique. Même sans l'énergie atomique, les nazis ont atteint des sommets sans précédent en matière de progrès scientifique, dans le seul but de gagner la guerre. C'est une chance que les Allemands n'aient pas été capables de se concentrer sur certains projets. Cela a eu un impact sur la campagne de bombardement stratégique des Alliés, et cela a permis à la démocratie de triompher.